Merci Isabelle. Et alors, juste avant de commencer, je fais ça souvent, merci d'abord d'être venu malgré la grève pour un cours un peu comme ça sur un sujet a priori un peu austère. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens sont familiers du cinéma d'Ozu ou de Bresson? Est-ce que vous avez vu en tout cas au moins un film d'Ozu ou un film de Bresson? Oui, quand même quelques-uns. Voilà, d'accord. Et est-ce que vous avez vu, qui a vu American Gigolo et Sur le chemin de la rédemption, qui sont les deux films de Paul Schrader dont je vais surtout parler? D'accord. Voilà, je vais structurer mon exposé en fait. Il y aura des extraits qui vont illustrer surtout bon, le style transcendantal. Ce qui s'appelle le style transcendantal, ça vient en fait d'une appellation que Schrader a trouvée quand il a écrit un livre. Vous savez que Paul Schrader en fait, a eu une activité de critique de cinéma avant de devenir le scénariste et le réalisateur qu'on connaît. Il a écrit des critiques de cinéma pour des diverses publications. Et à l'âge de 24 ans, il a écrit un livre qui a fait autorité, qui est un livre très connu en tout cas aux États-Unis, qui vient juste d'être traduit en France, mais qui n'est pas sorti encore, qui s'appelle Transcendental Style in Film, Ozu, Bresson, Dreyer, donc le style transcendantal au cinéma à travers des analyses des œuvres de Ozu, Bresson et Dreyer. Donc c'est un livre qui est assez pointu, enfin en tout cas je ne sais pas, il y a des gens qui l'ont lu, peut-être pas, parce que oui, qui l'ont lu en tout cas en anglais, donc j'imagine. C'est assez ardu, on voit quand même que c'est de la critique de haut niveau que faisait Schrader à l'époque, et c'est intéressant en tout cas d'en reparler et de mettre en rapport ce livre et cette activité de critique qu'il avait avec les films qu'il a fait après, parce qu'on retrouve forcément des influences, mais on voit qu'il y a eu un vrai chemin, comme le chemin un petit peu que le personnage de Pickpocket accomplit, ce chemin comme ça qui l'emmène vers la rédemption. Lui, il a en tout cas, dans son chemin de metteur en scène, il a eu différentes étapes, comme je vous le dirai tout à l'heure, et en tout cas American Gigolo et First Reformed, sur le chemin de la rédemption, j'aime pas du tout ce titre français, c'est pour ça que je l'appellerai First Reformed, sont deux films qui sont très intéressants à mettre en opposition, parce que dans l'un, je trouve ce qu'on appelle le transcendantal, en tout cas les thèmes que Schrader évoque dans son livre, sont là, mais traités vraiment en fond. C'est quelque chose qu'on peut relever dans la thématique, dans certains chevilles de scénario, on peut dire, tiens, voilà, il a été influencé par ça. Mais la mise en scène, en tout cas, d'American Gigolo, qui pourtant, moi, je trouve, est un excellent film, ne reflète pas du tout, c'est pas du tout un film transcendantal, American Gigolo. Alors qu'après, First Reformed, qui est donc son dernier film, c'est la première fois qu'il a, je trouve, vraiment mis en application, sans non plus faire un film d'une austérité terrible, comme certains films de Bresson ou Dreyer, mais c'est en tout cas la première fois qu'en tant que réalisateur, il avait l'air vraiment de se frotter et d'intégrer des thématiques qu'il avait exposées dans ce livre. Et c'est pour ça que ce film représente une forme d'aboutissement dans son parcours de réalisateur. Et c'est intéressant donc d'opposer les deux films, parce que de toute façon, il y a des correspondances aussi. Donc, vous savez probablement maintenant, je ne sais pas si vous avez assisté à plusieurs séances là, du cycle. Paul Schrader est même venu présenter certains de ses films, faire une leçon de scénario. Mais disons que c'est un personnage qui est assez passionnant dans le cinéma américain, et notamment dans le nouvel Hollywood, parce qu'il a un parcours qui est assez particulier. Vous savez en fait qu'il est issu d'une famille, en tout cas d'origine hollandaise, et qu'il a été en tout cas élevé dans les préceptes de la religion calviniste, qui est quand même même une secte quasiment calviniste dans l'État du Michigan, à Grand Rapids. Et il avait vraiment pas du tout le droit de voir des films. Il a vu son premier film, qui est un film de Jerry Lewis, je crois que c'était Dr. Jekyll et Mr. Love. Il a vu ça à 17 ans, ça a été son premier contact avec le cinéma. Parce qu'avant, c'était vraiment tabou. Il n'avait pas le droit de regarder ni la télévision, ni le cinéma, parce que c'était quelque chose qu'on pouvait sentir comme corrupteur. Et ce qui est amusant, c'est qu'une fois qu'il a commencé
à fréquenter le cinéma, il a tout d'un coup trouvé, vous voyez, comme il est rentré en religion dans son éducation, mais quand il a commencé à prendre des distances avec l'Église, avec la religion, il a trouvé le cinéma qui a finalement pris le relais, quoi. C'est-à-dire, il a considéré le cinéma comme quelque chose de très religieux, pratiquement, hein, puisque quand on devient critique et qu'on essaye de convaincre, il y a presque une équivalence avec le pasteur, hein, qui essaye de convertir comme ça. Et chez lui, ça ne l'a jamais quitté, mais c'est en même temps un personnage qui est extrêmement tourmenté, c'est-à-dire comme ces films peuvent le montrer, hein, c'est quelqu'un qui est toujours déchiré entre le désir d'aller vers la sainteté et le désir en même temps d'être complètement pervers et de se frotter absolument à toutes les formes de péché possibles. Et ces personnages reflètent ça. Donc, en fait, après avoir fait ses études au Calvin College, hein, alors vous savez peut-être aussi que, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers de la religion calviniste, il faut juste poser en 5 points en quoi ça consiste la religion calviniste, parce que c'est quelque chose qui aura une importance, en tout cas pas pour Ozu et Bresson, mais en tout cas pour les films qu'il fera après. Vous savez que la religion calviniste, hein, donc c'est une forme du protestantisme, mais il y a 5 points qui sont les 5 points du calvinisme et qui sont définis d'ailleurs dans un film de Schrader de manière assez marrante. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle Hardcore avec George C. Scott, qui est un film qui date de 1979, hein, qui raconte l'histoire d'un peu une sorte de démarquage de la prisonnière du désert de John Ford, mais dans l'univers du film porno, hein, c'est-à-dire c'est un personnage qui ressemble en gros au personnage du père de Paul Schrader, comme ça, très rigoriste, très protestant, qui vit dans le Michigan, dans une petite ville. Je crois même que c'est tourné à Grand Rapids, où il a vécu. Et qui, tout d'un coup, sa fille est enlevée, un détective qui la cherche dit, voilà, elle a été kidnappée, elle est dans le monde du porno, elle est actrice de porno. Donc il décide d'aller la chercher à Los Angeles et de se frotter donc au monde du porno pour essayer de récupérer sa fille. Et donc, à un moment, il y a une scène dans le film où il explique à une actrice de porno qui l'aide à retrouver sa fille, et c'est d'ailleurs assez drôle, ce que c'est que la religion calviniste et les 5 points du calvinisme. Et il dit, en gros, les 5 points du calvinisme, on appelle ça TULIP. Et TULIP, T-U-L-I-P, hein, avec les initiales, parce que T, c'est pour Total Depravity, c'est-à-dire les hommes, à cause du péchés originels sont mauvais et incapables de faire le bien. U, c'est pour Unconditional Election. Dieu a choisi des gens qui seront sauvés, les élus, il les a choisis depuis le début de la création. L, c'est pour Limited Atonement. Seul un nombre limité de gens seront pardonnés et iront au paradis. I, c'est Irresistible Grace, ça c'est très important, on y reviendra après, c'est la grâce accordée par Dieu doit être forcément acceptée. Et P, c'est pour Perseverance of the Saints, une fois touché par la grâce, on ne peut sortir du monde des élus. Donc en gros, tout ça, c'est quand même aussi pour montrer que dans cette doctrine, il y a une notion de prédestination qui est très importante. Et c'est pour ça aussi que Schrader sera tellement touché par Un condamné à mort s'est échappé ou par des films de Bresson qui jouent avec ça. Mais lui, c'est du cinéma janséniste, hein, mais c'est pas exactement le calvinisme, mais c'est en tout cas assez proche. Et en tout cas, c'est cette notion que Dieu est omniscient, il sait tout, il connaît les noms de ceux qui seront sauvés. Donc, une fois qu'on sait tout ça, il faut juste se dire que quand on revient dans le parcours de Schrader, quand il arrive, en tout cas à Los Angeles, après avoir fait ses études au Calvin College, il fait des études à UCLA en Californie, hein, des études d'ailleurs de cinéma. Donc là, c'est là où tout d'un coup, il est plus seulement intéressé par les matières théologiques, mais par le cinéma, et notamment le cinéma européen des années 60. C'est pas quelqu'un, Schrader, qui, contrairement par exemple à Martin Scorsese ou Brian De Palma ou les gens du Nouvel Hollywood avec qui il travaillera d'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui est fasciné par le cinéma hollywoodien. Lui, il est vraiment porté pour le cinéma européen. Donc c'est là qu'il va devenir un vrai cinéphile et qu'il va commencer à écrire des critiques et à fréquenter les salles. Et une interrogation l'habite à ce moment-là, hein, franchement, à ce stade, c'est comment y a-t-il une connexion entre ce monde du cinéma qu'il découvre, en tout cas dans les salles, le monde à Los Angeles qu'il découvre, et celui dans lequel il a été élevé. Et cette connexion, pour lui, elle va exister, il va la voir dans un certain nombre de films qui établissent un lien entre le monde spirituel et le monde matériel. Et cette connexion se fait à travers un style, c'est-à-dire une forme cinématographique et pas par des thèmes. Vous voyez, la spiritualité, il n'y a que le style pour la faire ressentir. C'est une affaire de comment et pas de quoi.
Le contenu est important, mais c'est la forme qui doit le révéler. Et ça, c'est très important parce qu'en gros, c'est pour approfondir toutes ces questions-là qu'il taraude que Schrader va écrire ce livre, Transcendental Style in Film. Il se sentait pourtant trop jeune pour le faire à l'époque, mais il se dit, si je ne l'écris pas, personne ne va l'écrire, et donc il l'a fait. Donc ce style transcendantal dont il va parler dans ce livre, ça lui est inspiré en fait par les films de Yasujiro Ozu, de Bresson et de Dreyer. Moi je vais surtout parler de Ozu et de Bresson, hein, parce que Dreyer, en fait, c'est pas quelqu'un qui est systématiquement aussi transcendantal que les deux premiers. Il y a des films de lui qui sont pas du tout dans ce registre-là, notamment dans la façon de faire jouer les acteurs. Quand vous voyez La Passion de Jeanne d'Arc, même s'il y a des thèmes qui sont religieux et qui touchent à ça, c'est très expressionniste et tout. Le cinéma transcendantal, tel que Schrader le définit en tout cas, c'est vraiment un jeu, vous voyez, extrêmement comme ça, sans artifice, sans des performances très, très, très plates, avec des acteurs qui parlent avec une voix blanche. Donc je vais surtout me concentrer sur Ozu et Bresson pour vous parler de ça. Donc ces cinéastes, en fait, utilisaient les mêmes techniques pour faire ressentir au spectateur l'ineffable, l'invisible, le sacré. Ces techniques, en fait, quelles sont-elles? La plupart du temps, ce sont des techniques qui refusent au spectateur ce qu'il s'attend à trouver au cinéma. En tout cas, un spectateur américain de cette époque, il s'attendait au moins à l'essence du cinéma commercial, c'est l'action et l'empathie. Et ben ça, le cinéma transcendantal va le refuser. L'idée, c'est qu'en gros, le film ne vient pas vers vous, c'est vous qui devez faire un effort pour aller vers le film. Donc c'est pour ça que ces metteurs en scène vont débarrasser leur mise en scène, leur film, de tout ce qui est a priori séduisant et attractif. C'est-à-dire qu'ils vont faire des plans fixes, le seul artifice, ça va être le changement de plan. Vous voyez, il n'y a pas de fondu, il n'y a pas tous ces trucs comme ça qui peuvent rendre le cinéma et un film excitant. Tout ça, les cinéastes du cinéma transcendantal vont le gommer, vont vraiment affiner leur style. Et à l'image, vous avez plutôt que d'un film qui va proposer de l'action, le cinéma transcendantal va proposer un retard de l'action ou alors pas du tout d'action. Le personnage parle lentement, marche lentement, à l'image rien ne semble se produire, les plans durent longtemps, le changement de plan est retardé le plus possible. Normalement, dans le cinéma traditionnel, on coupe avant ou après une action. Vous voyez, le personnage rentre dans une pièce, la porte s'ouvre, le personnage sort de la pièce, on coupe après la fermeture de la porte. Le changement de plan retardé crée un temps mort, le personnage quitte la pièce. On change de plan. Ce type de style retarde aussi l'empathie, car il utilise souvent des acteurs avec un jeu neutre, peu réaliste, auquel on ne peut pas s'identifier. Donc, en tout cas, vous allez dans des films de Bresson, quand on parle d'un personnage qui sort d'une pièce, et Dieu sait si dans Pickpocket, par exemple, l'importance des seuils, des franchissements de portes, et il y en a quand même un paquet, vous voyez que souvent, quand le personnage sort, on s'attarde sur la porte, vous voyez, on reste 3-4 secondes sur cette porte. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, les plans se mettent à durer plus longtemps, vous voyez ? C'est quelque chose auquel les spectateurs à l'époque n'étaient pas habitués. Donc ça, c'est ça qui va fasciner Schrader, en tout cas chez ces metteurs en scène-là, et qui va l'amener à se demander pourquoi il n'y a jamais de musique, pourquoi la musique intervient là où on ne l'attend pas, pourquoi ces cinéastes œuvrent contre les conventions et qui en fait, vont contre l'idée de faire des films qui ont une forme à succès. Et il va se dire que c'est parce que ces cinéastes-là visent autre chose. Ils ne cherchent pas juste à divertir, ils veulent nous rapprocher d'un monde non matériel, vers le mystère de ce monde non matériel. Et pour y parvenir, au lieu de lui tendre la main, ils l'éloignent pour que ce soit les spectateurs qui fassent le premier pas. Donc le cinéma transcendantal, en fait, c'est quelque chose qui se dit que le meilleur arrive dans l'attente. C'est-à-dire que pour qu'un miracle se passe, il faut créer l'attente, il faut que le plan dure. Alors ça, il y a quelque chose qui, chez Schrader, en tout cas, vous savez que le livre est sorti en 1972,
Donc, il y a quelque chose après, quand Schrader a continué à voir des films, hein, parce que même en faisant du cinéma, il a continué à suivre ce genre de films, il s'est rendu compte qu'il y a des tas de choses qui se sont produites et qui ont élargi le cinéma transcendantal. C'est-à-dire qu'on a dépassé Bresson, Dreyer et Ozu, on est allé après vers des artistes comme Tarkovsky, comme Bellatar, enfin, qui ont fait du transcendantal quelque chose qui s'appelle le slow cinéma. Et il y a notamment la découverte de 2 livres de Deleuze, de Gilles Deleuze, en 84 et 86, qui sont l'image-temps et l'image-mouvement, qui ont été très importants pour Schrader et qui lui ont fait prendre conscience de choses. Parce que je vous dis ça parce qu'il a simplement réécrit récemment une nouvelle préface à son livre de Transcendental Style, à la lumière justement de ces nouveaux films qu'il avait découverts et qu'il a appelé le slow cinéma. Donc, ce qu'il n'avait pas réalisé en 72, c'est que ce qu'il appelait le style transcendantal, c'était en fait une extension du néoréalisme de l'après-guerre. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose qui n'était pas dans l'édition originale. Et c'était l'idée que Deleuze développait dans ses 2 livres de cinéma, l'image-mouvement et l'image-temps. Donc, Deleuze développe que l'histoire du cinéma, en fait, est en 2 périodes. L'image-mouvement, défini par des objets bougeant à l'image, et l'image-temps, défini par le temps qu'il faut pour observer ces objets. Pour Deleuze, la Seconde Guerre mondiale, c'est la frontière entre les 2 périodes. À partir du néoréalisme italien de l'après-guerre, Deleuze détecte un changement. Le cinéma se dirige moins vers la notion de mouvement et plus vers la notion de temps, de durée. Même si on n'est pas familier de Deleuze, force est de constater que depuis les années 40, la narration et le rythme de beaucoup de films ont eu tendance à se ralentir et les films à s'attarder sur leurs images. Des critiques comme Bazin, avant, ou même comme Deleuze après, ont désigné le film de Vittorio De Sica, que certains d'entre vous ont peut-être vu, qui s'appelle Umberto D, réalisé en 1952, comme le début de cette évolution. Parce que dans ce film, il y a un personnage secondaire d'une bonne qui vit chez le personnage principal, qui est un retraité. Et à un moment, il y a une scène où elle se lève, où elle va allumer le fourneau de la cuisine, elle frotte une allumette contre le mur sans arriver à l'allumer, elle reprend une allumette, la frotte à nouveau, cette fois elle s'allume, elle ouvre le gaz, approche l'allumette s'éteint, elle éteint le gaz, elle reprend l'allumette qui s'allume cette fois à nouveau, le gaz s'allume, et cette scène est intéressante car ici le centre de cette scène s'est déplacé. C'est plus une scène sur un personnage en train d'allumer une gazinière, mais sur le temps qu'on prend à regarder un personnage en train d'allumer une gazinière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il y a une notion de durée qui est capitale. Et Bresson a été le premier après à constater que cette tendance à faire durer une image plus longtemps que ce à quoi le spectateur s'attend avait un effet phénoménologique presque sur le spectateur qui devenait conscient de regarder quelque chose dans sa durée. La durée change la nature de l'expérience entre celui qui regarde et ce qui est regardé. Donc ces considérations faites, on peut peut-être maintenant en venir en tout cas à... Attendez, je regarde. On va en venir au premier extrait. On va aborder tout de suite le cinéma donc le premier cinéaste qui a influencé Paul Schrader, qui est le cinéaste japonais Ozu, Yasujiro Ozu. Alors, pourquoi c'est intéressant de parler d'Ozu, en tout cas, pourquoi ce que Schrader raconte dans son livre, c'est quelque chose quand même, en tout cas, que peut-être certains d'entre vous, il faut être familier un petit peu de la culture japonaise pour montrer à quel point, en tout cas, dans le cas d'Ozu, c'est pas du tout le cas de Bresson, par exemple, mais Ozu est un cinéaste qui, parce qu'il est japonais, en tout cas, le style transcendantal au Japon, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup de l'art zen, vous voyez, et qui fait partie un petit peu de leur culture. C'est-à-dire, c'est pas du tout quelque chose qui est très étranger, comme en France avec les films de Bresson. C'est même quelque chose qui, en tout cas, qui fait partie de leur style de vie et de leurs arts, notamment. L'art zen, vous voyez, ça inclut la peinture, la calligraphie, la poésie, le jardinage, même l'arrangement floral, la cérémonie du thé. Tout ça, ça tend vers le transcendantal. Dans l'art zen, il n'y a pas de différence entre le poétique et le religieux. Ce sont des états d'esprit similaires. Pour les religieux, tout est poétique et pour les poètes, tout est religieux. Donc, en fait, vous voyez que chez Ozu,
Certains de ces films sont même populaires, c'est-à-dire c'est des films qui remportaient du succès, alors que les films de Bresson en France n'ont jamais été des films populaires. C'est vraiment des films qui parlaient à une petite chapelle de spectateurs. Ils étaient très très considérés, mais c'est jamais des films qui ont remporté un grand succès. Schrader, en fait, décompose en fait le cinéma transcendantal. Il se rend compte, et ça c'est amusant de voir, en tout cas que c'est quelqu'un qui est scénariste qui fait ce genre d'observation, c'est qu'il va décomposer les caractéristiques du cinéma transcendantal en 3 étapes. C'est-à-dire qu'est-ce qui définit le film transcendantal? C'est qu'il va remarquer que différents films de différentes cultures, que ce soit en France, au Danemark, au Japon, on peut les réunir parce qu'ils ont 3 mouvements, comme un morceau de musique, hein, qui sont similaires. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a une description du quotidien qui est extrêmement monotone, morne, un quotidien froid, dans lequel le personnage est un peu comme prisonnier, tout a l'air glacé, la caméra est statique, enfin tout ça donne une impression de grande monotonie, et en tout cas d'une grande monotonie. Alors vous voyez ça dans, bien sûr, moi je vais surtout parler de Voyage à Tokyo, hein, qui est le film de Ozu que j'ai choisi pour illustrer, en tout cas l'extrait que vous allez voir. En tout cas, il y a une première partie où on voit des plans fixes qui posent le décor, mais vous voyez des plans qui sont très fragmentés. On ne voit pas en général, vous voyez des morceaux de paysages comme ça sans qu'on voit l'ensemble. Vous allez voir un couple, en fait, ça raconte, qu'est-ce que ça raconte, Voyage à Tokyo? C'est l'histoire d'un couple de vieillards, hein, qui vont aller visiter leurs enfants qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps à Tokyo, et ils vont tout d'un coup arriver chez eux et ils vont se rendre compte progressivement qu'en fait leur visite les dérange, les ennuie. Les enfants vont tout de suite en fait essayer de se débarrasser d'eux le plus rapidement possible en les envoyant en week-end dans une île voisine pour les mettre dans une sorte d'hôtel, enfin d'auberge comme ça pour qu'ils passent quelques jours. Et c'est à partir de là que les 2 vieillards vont se rendre compte en fait que ils sont assez maltraités par leurs enfants et qu'ils vont avoir envie de rentrer. Et donc après cette première étape de quotidien, il y a une deuxième étape qui s'appelle l'étape de disparité. Et c'est ça, je vais vous montrer un extrait qui illustre cette étape-là. Donc l'étape de disparité, en fait, c'est le moment où le personnage, donc là dans le cas de Voyage à Tokyo, ça va être les deux personnages des vieillards. On appelle disparité la dissociation entre l'homme et son environnement. Et ça doit culminer après dans une action décisive. La disparité marque un accroc à la surface de la monotone réalité quotidienne qui a été posée dans la première partie. Et on peut rapprocher ça, par exemple, de l'incident déclencheur dans la structure narrative traditionnelle. C'est là que le spectateur commence à voir de manière différente le monde qu'on lui a présenté. Vous savez, il y a un proverbe japonais qui est, enfin zen, un proverbe zen qui est assez amusant pour le rapprocher de ce qu'est le style transcendantal. Il y a un aphorisme, hein, plus exactement, comme ça que ça s'appelle. Quelqu'un dit en général, lorsque j'ai commencé à étudier le zen, les montagnes étaient des montagnes. Quand j'ai commencé à comprendre le zen, les montagnes n'étaient plus des montagnes. Quand j'ai acquis une pleine compréhension du zen, les montagnes étaient à nouveau des montagnes. Donc la disparité, en fait, c'est le moment où la montagne n'est plus tout à fait la montagne. Et c'est en tout cas la disparité naît d'une insertion, d'une densité émotionnelle humaine au froid environnement du quotidien. Et si un être humain peut éprouver des sentiments réels et sincères à l'intérieur d'un environnement déshumanisé et froid, c'est donc qu'il y a une disparité entre le personnage et son environnement. On va envoyer le premier extrait, qui est donc l'extrait numéro en fait 2, hein, parce que j'en avais prévu un avant, mais qu'on ne va pas montrer, parce que ça prendrait trop de temps. Donc, extrait numéro 2.
が来たの。今度何のか。ああ、持ってたか。痛いとこポンしやがったな。痛くない、痛くない。バッケロ。ヤッピー。おいし、ほら、取るか、急な。取る。リーチお前これ捨てた？あ、捨てたよ。バッケロ。うわ、バッケロ。1632。やつがしや。ですの。もう何時頃でしょうかの。おかえりなさい。おかえりなさい。思い込んだら命がる男の心燃える望みだ憧れだきらめくの星風に流れ来る熱い涙やらこれが若さというものか楽しいじゃないか良い時代にこの世の美しい世界をよ生きる命は一つ男の心燃える望みだ憧れだきらめくの星どうかしなさった？ゆうべよう寝られなんだけでしょ。お前はよう寝とったよ。嘘言いなしゃ。私も寝られんで。嘘言え。いびきをかいとったよ。そうですか？いやあ、こんなとか若いもんの来るところじゃ。そうですな。ねえ、ゆうべの新婚どう？柄悪かったね。あれ本当に新婚かしら？あんなのないよ。今朝なんか旦那さんとうに起きてんのに、いつまでも床の中でタバコ吸っててさ。男の方は甘いよ。私聞いててやったら。もう君はすっかり僕のもんだよ。耳も目もその口もみんな僕のもんだよ。なんて言ってんだよ。誰のもんだか分かりゃしないよ、あんなの。今日かどうしとるでしょうな。そろそろ帰ろうか。お父さん、もう帰りたいんじゃないんですか？いやあ、お前じゃよ。
お前が帰りたいんじゃろう。東京も見たし、熱海も見たし、もう帰るか。そうですな。帰りますか。うん。どうした？なんやら今フラッとして。いえ、もうええんですわ。よう寝られなんだからじゃろう。行こう。ええ。Voilà. Donc vous avez vu ici, en fait, ce qui se passe, c'est que on commence donc, en fait, la séquence, il n'y a pas de plan de situation, hein, c'est-à-dire que on passe tout de suite à l'intérieur de cette pension, en fait, de cette auberge, où les deux parents ont été en fait dirigés par leurs enfants, et on s'aperçoit que pendant la nuit, en fait, c'est plutôt une auberge qui est réservée aux jeunes gens, hein, où là, il y a un mariage qui est célébré, où il y a de la musique toute la nuit, et on sent tout d'un coup, en tout cas depuis le début du film, que cette espèce de temps un peu figé, comme ça, de morne ennui, va tout à coup se fissurer. C'est-à-dire on va sentir qu'il y a une tension qui s'installe. Et vous voyez ici comment Ozu en fait utilise les éventails, hein, des personnages pour signifier leur agacement. Et on sent tout d'un coup, en tout cas, c'est l'étape de la disparité dont parle Schrader, en tout cas, hein, dans sa définition du transcendantal. Pendant l'étape de la disparité, le spectateur est témoin d'une torture physique ou émotionnelle du personnage. Mais là, il n'y a pas encore d'expression du transcendantal. À la place, il y a une tension non résolue entre la forme rituelle que le cinéaste confère au quotidien. Et en tout cas, la disparité est un processus progressif destiné à écailler le vernis de la réalité qui a été posé dans la première partie, jusqu'à un moment décisif. En tout cas, vous voyez après qu'il y a toute la longue nuit où la musique en fait empêche les deux personnages de dormir. Vous voyez qu'après il y a une ellipse, hein, où tout d'un coup on voit que le jour s'est levé et on voit les deux héros qui sont sur un petit muret en train de regarder la mer. Et là, il y a quelque chose, en tout cas dans la mise en scène, qui est assez singulier, parce que vous savez qu'Ozu était célèbre pour toujours faire des plans, en fait, ce qu'on appelle la mise en scène à hauteur de tatami, hein, c'est-à-dire que le tatami, c'est le tapis sur lequel on se met à genoux quand on mange, ou quand on est en famille, ou quand on fait la cérémonie du thé à l'intérieur. Donc c'est à peu près la caméra à 1 mètre, 90 cm, 1 mètre du sol. Et là, tout d'un coup, vous avez un plan qui est extrêmement haut, hein, pour situer les deux personnages assis sur le muret en train de regarder la mer. Et ça, c'est quelque chose qui, normalement, dans le film, vous provoque une sorte de... vous sort un petit peu comme ça, parce que c'est très très différent de tout ce qu'on a vu jusque-là. Et c'est en ça que je dis que la disparité, c'est des petites touches, hein, comme ça, qui sont centrées, montrer au spectateur que quelque chose est en train de se passer, qu'on est installé dans un processus d'attente qui va sûrement déboucher sur quelque chose qui va se produire, et qui sort le spectateur de la réalité du quotidien qui a été posée, hein, avant. Et vous voyez même après, là, que lorsque les personnages disent « on va rentrer chez nous », vous voyez que la mère, en tout cas la femme du héros, là, a beaucoup de mal pour se relever tout d'un coup, parce qu'on va s'apercevoir après, bien sûr, qu'elle va mourir dans le film, et que c'est ici déjà qu'on a les premiers signes de ce qui va l'emporter. Et donc ça crée une attente, et vous voyez comment en fait il y a une tension qui est créée dans cette étape de la disparité. Et donc, en fait, après cette étape de la disparité, selon Schrader, elle doit déboucher sur ce qu'il appelle une action décisive. Et chez Ozu, c'est pas spectaculaire, hein, c'est pas comme dans les films de Schrader, après, comme Taxi Driver, ou c'est pas des explosions de violence. C'est au contraire, vous allez voir après, la mère va revenir chez les enfants et tout ça, elle va tomber malade, il va y avoir une ellipse qui va tout de suite nous annoncer qu'elle est malade, qu'elle est quasiment en train de mourir, qu'elle est morte. Et on va se rendre compte, en fait, que les parents n'ont été vraiment bien accueillis que par leur belle-fille, parce qu'ils ont eu un fils qui est mort à la guerre. Et la femme de la veuve, donc de ce fils, est la seule qui a été, disons, assez accueillante et sympathique avec eux.
Et en fait, à la fin, à la fin de la partie sur la disparité, vous avez le vieux monsieur qui va donner en fait à sa belle-fille une montre qui appartenait à sa femme. Et tout d'un coup, ça va déclencher, mais chez le personnage de la belle-fille, une montée d'émotion où elle va se mettre à pleurer. Et pour Schrader, ce moment-là, ce moment où les larmes coulent, est quelque chose d'absolument bouleversant qu'il appelle l'action décisive et qui après va emmener le film vers sa dernière phase, en tout cas, et c'est là que le transcendantal va apparaître, c'est la stase. Donc la stase, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est quand tout d'un coup, le quotidien, la dernière étape du style transcendantal, donc la stase, c'est une vision glacée de la vie qui ne résout pas la disparité, mais la transcende. La stase, c'est le moment où la montagne redevient la montagne. Cette troisième étape nous confronte à l'ineffable, mais sa technique n'est pas plus mystérieuse que la première ou la deuxième étape. Le style transcendantal lui-même n'est ni ineffable ni magique. Chaque effet a une cause, et si le spectateur ressent une stase, c'est pour une bonne raison. La stase complète est la marque de l'art religieux dans beaucoup de cultures. Elle impose l'image d'une seconde réalité qui peut coexister à côté de la réalité ordinaire, une seconde réalité qui représente ce qui vient d'ailleurs, ou donne à l'homme le sentiment d'être dépendant à l'égard d'une présence divine. Chez Ozu, l'image de la stase est représentée par une coda, la vue d'un paysage ou d'une nature morte qui suggère l'unité de l'homme et de la nature. Dans Voyage à Tokyo, donc après que le vieux monsieur ait donné la montre à sa belle-fille, on va voir tout d'un coup à nouveau des plans qui vont rappeler les plans d'ouverture du début, où on voyait des plans de paysages morcelés, mais cette fois, on va aller voir intégré dans une réalité plus large. On va voir le fleuve, on va voir une vision beaucoup plus large du paysage, et qui nous montre en fait que tout ça, c'est pour dire qu'il y a une unité de l'homme et de la nature qui est recréée. Donc c'est quelque chose d'extrêmement diffus, qu'on ne peut pas bien sentir sur des extraits comme ça, mais parce que ça joue quand même sur un effet assez hypnotique du style du metteur en scène, et donc c'est ce qu'il appelle la stase. On le ressent aussi, en tout cas peut-être de manière beaucoup plus sensible, dans un autre film d'Ozu qui s'appelle La fin du printemps. Alors vous savez que les films d'Ozu, en gros, racontent pratiquement tous un peu la même histoire. C'est souvent des rapports familiaux, des rapports entre les parents et les enfants, ou alors des rapports à l'intérieur du monde professionnel, au bureau par exemple. Mais c'est en gros souvent les mêmes acteurs qui jouent. Donc on a un peu l'impression franchement que c'est tout le temps le même scénario, avec simplement une mise en scène différente à chaque fois, mais ce n'est pas en tout cas sur l'histoire que ça se différencie. Mais il y a un film qui s'appelle La fin du printemps, qui date de 1949, et c'est peut-être là qu'on trouve l'image la plus connue de la stase dans un film d'Ozu, où vous avez aussi là un père et une fille qui s'apprêtent à passer leur dernière nuit sous le même toit. Elle va bientôt se marier, ils parlent un moment de la bonne journée qu'ils ont passée ensemble. La pièce est dans une quasi-obscurité. Le père est donc couché à côté, dans un autre lit, par terre, et la fille lui pose une question, mais n'obtient pas de réponse. Et Ozu montre un plan du père endormi, un plan de la fille en train de le regarder, un plan d'un vase dans l'alcôve, dans la pièce, et par-dessus ce plan de vase, le son du père en train de ronfler. Puis on revient à la fille qui sourit à moitié, puis un nouveau plan plus long de 10 secondes environ sur le vase, un retour à la fille qui maintenant est presque en larmes, puis un ultime retour vers le vase. Et ce vase, en fait, représente la stase dans ce film-là, une forme qui peut accueillir une émotion profonde, contradictoire, pour la transformer en l'expression de quelque chose de permanent, de transcendant. Vous voyez comment, en fait, l'image d'un objet, bizarrement, d'un vase, acquiert tout d'un coup une dimension presque sacrée dans la mise en scène. Et cette action décisive, là, le miracle des larmes, que Schrader appelle ça le miracle des larmes, n'a que peu de sens en tant que tel, mais il est ici pour appuyer la force de la forme. Le style transcendantal, comme le vase, est une figure qui exprime quelque chose de plus profond que ce qu'elle représente. C'est un peu ardu, mais l'unité, en gros, ça représente l'unité inhérente à toute chose. Et c'est quelque chose de crucial, car le style transcendantal est une forme, pas une expérience. Le but n'est pas de faire partager au public les larmes du personnage, mais de purger ces larmes pour les intégrer dans un canevas plus large. Et ce canevas, comme la messe, peut inclure d'autres émotions, mais c'est l'expression de quelque chose de plus grand. Et on comprend à quel point
tout ça, ça a pu toucher Schrader, en tout cas notamment le jeune Schrader, parce que notamment, je parle du vase, hein, là, cet extrait dont je fais référence dans ce film qui s'appelle La fin du printemps, parce qu'en fait, Schrader, une de ses plus grandes influences en dehors du cinéma, c'est un peintre architecte qui n'est pas connu du tout en France, hein, mais qui s'appelle Charles Eames, E-A-M-E-S. Hein. Schrader, en fait, a été en contact avec ce peintre et cet architecte et qui l'a beaucoup marqué par ses idées parce que ça l'a amené à réviser pas mal des a priori qu'il avait, notamment en matière artistique. Lui, il a été élevé, en tout cas Schrader, en tout cas dans sa famille, dans un environnement où on pensait que les idées ne pouvaient être exprimées que par des mots. Si vous vouliez évoquer la beauté ou la spiritualité, il fallait employer le langage. Parce que le langage, c'est ce que Calvin avait utilisé, c'est ce que Luther avait utilisé. Et ce que Charles Eames lui a appris, c'est qu'une image ou un objet pouvait aussi être une idée. Alors l'exemple qu'il cite, en tout cas dans Schrader, quand il parle de ça, c'est qu'il dit, par exemple, il y a un mot qui est verre à vin, wine glass en anglais. C'est un mot de 9 lettres qui, d'un côté, c'est un concept linguistique, et de l'autre, il y a l'objet lui-même, hein, rattaché au mot par un code sémantique, mais qui n'exprime pas la même idée. Et le verre à vin, s'il est différent, enfin s'il est d'une forme différente, l'idée sera différente également. Et si vous considérez que ces idées ont autant de valeur que le mot, wine glass, alors vous serez visuellement éduqué. Et Eames lui a appris qu'il y avait une logique visuelle dans la vie, et que pour devenir un poète ou un poète des idées, on n'avait pas forcément besoin d'avoir recours au langage. Et Schrader avait jusque-là toujours cru que les artistes qui pensaient en termes visuels étaient inférieurs et qu'une peinture était avant tout l'illustration d'une idée. Et je vous dis ça aussi parce que vous verrez tout à l'heure dans un extrait que je vous montrerai du film American Gigolo. Il y a dans l'intérieur du personnage que rejoue Richard Gere, il y a beaucoup de vases. Et je suis quasi sûr que c'est une référence à ça. C'est-à-dire que c'est c'est une référence à ce que Charles Eames lui a appris. Et vous allez voir comment en fait la trajectoire de Schrader, réalisateur, c'est comment en fait c'est quelqu'un qui vient du mot aussi, hein, puisqu'il vient de la critique. Quand il est devenu scénariste, c'est aussi quand même le mot qui compte avant tout. Et comment, dans son travail de metteur en scène, son style visuel, en fait, va progressivement s'affiner. Ça va devenir quelque chose de une mise en scène beaucoup plus esthétisante. Le premier film qu'il a réalisé, par exemple, je ne sais pas, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, hein, qui s'appelle Blue Collar, qui se passe dans l'univers du syndicalisme aux États-Unis. C'est presque un cinéma qui est fait de manière très réaliste, hein, presque documentaire. Et vous allez voir progressivement dans sa trajectoire qui va devenir beaucoup plus esthète, hein, dans les films à partir d'American Gigolo. Après, il va changer de chef opérateur et puis après il va faire Mishima, des films comme ça où vous allez voir, où on peut retrouver ce que je viens de vous dire, en tout cas où je suis quasi sûr que c'est l'influence aussi de Charles Eames qui, en tout cas il en parle beaucoup aussi dans son livre, qui est quelqu'un qui l'a influencé. Donc voilà pour Ozu. Alors après, pour Bresson, je vais vous parler de Bresson juste pour vous parler en tout cas de la stase qui chez lui est assez intéressante parce que du fait de l'éducation de Bresson, hein, qui était très marquée par le jansénisme, il y a une dimension dans la stase, dans certains des films de Bresson, qui a beaucoup influencé Paul Schrader aussi, et d'une manière différente de Ozu. Ozu, c'était l'art zen. On voit que la culture japonaise a beaucoup marché Schrader, hein, parce que la culture japonaise est une prison, hein, de temps en temps. Et les personnages de Schrader sont souvent dans une prison. Et il aimait beaucoup le style de vie japonais parce qu'il avait l'impression d'être en prison, il disait. Mais en tout cas, chez Bresson, il y a une importance de la prison aussi, parce que vous savez que la religion et la prison, c'est assez... on peut faire une métaphore. Mais en tout cas, ce qui intéressait Schrader chez Bresson, c'est qu'il avait la question de la grâce, quoi. C'est-à-dire c'est une question quand même extrêmement importante pour, en tout cas, quelqu'un comme Schrader. La grâce intervient en tout cas dans les films de Bresson d'une manière bien particulière. Et en tout cas, il a fait un film qui s'appelle Le condamné à mort s'est échappé, qui, quand je vous montrerai l'extrait, je vous montrerai en quoi c'est la plus parfaite, probablement, expression cinématographique de ce qu'est la grâce au cinéma. En tout cas, ce passage-là. Alors, en tout cas, je vais vous montrer là un extrait de Pickpocket, qui est un film qui a eu une influence considérable sur Bresson et qui a probablement inspiré le personnage de American Gigolo. En tout cas, de pas mal de scènes d'American Gigolo, et notamment la fin.
Donc je vais vous montrer, en fait, c'est la fin de Pickpocket, hein, qui correspond à la fois à la fin de l'étape de disparité et à la stase, je vais vous expliquer après en quoi ça a pu vraiment eu une importance pour Schrader. Donc extrait numéro 3. Les nicheurs chinoiseries se sont élancés devant Delta, Zofloum, La Balance et Piusset. Dans le haut de la montée, chinoiserie Delta, Zofloum, Piusset, Nana, Locarno, pressés de Ménil et Gadol. Je crus voir de la malice dans ses yeux. À l'entrée de la ligne droite, Nana, Locarno, Ménil, Gadol sont sur la même ligne. À hauteur du pavillon, Nana, Locarno, Gadol, La Balance sont à la lutte. Mais Prigent vient très vite à l'extérieur. Ces murs, ces barreaux, cela m'est bien égal. Je ne les vois même pas. C'est l'idée. Quelle idée? J'aurais dû me méfier, je me suis laissé prendre. Cette idée est insupportable. Tu souffres. J'ai tout avoué. T'en seras tenu compte. Et à l'instruction, je nierai. Ils auront dû filer à retordre. Pourquoi es-tu venu? Je n'ai plus que toi. Pour que je te dise que j'ai mal agi et que tu triomphes. Je ne veux personne, rien. Reste. Il y avait autre chose que je ne lui avais pas dit. Pourquoi vivre? Je n'avais rien décidé encore. Jeanne ne revint pas. À la lecture de cette lettre, mon cœur a battu violemment.
quelque chose illumina sa figure. Oh Jeanne, pour aller jusqu'à toi, quel drôle de chemin il m'a fallu prendre. Voilà, donc c'est la fin, la célèbre fin hein, de Pickpocket, qui est une des images, en tout cas les plus fortes de cette scène de parloir, hein, où vous voyez ce baiser à travers les barreaux. C'est ce que Schrader appelle le moment décisif et qui débouche sur la stase. Donc c'est quelque chose, vous voyez, c'est un peu l'équivalent chez Schrader de ce que quelque chose comme ce que Vertigo a pu être pour quelqu'un comme Brian De Palma, vous voyez, c'est-à-dire c'est une scène qui va souvent reproduire dans ses films, souvent de manière un petit peu naïve, comme dans American Gigolo, où c'est plus dans l'ordre de la citation, dans Light Sleeper, mais même dans Cat People, on la voit aussi, c'est pas en plan de fin, mais il y a cette scène de parloir, mais disons que c'est quelque chose qui le marque. Et en tout cas, c'est un film, en tout cas Pickpocket, pour ceux qui l'ont vu, vous vous rappelez, donc en fait c'est un film de ce qu'on appelle le cycle des prisons, hein, chez Bresson. Il y a plusieurs films comme ça, il y a des prisons émotionnelles, comme dans le journal d'un curé de campagne, il y a le procès de Jeanne d'Arc, il y a Pickpocket, il y a un condamné à mort s'est échappé. Mais ce qui est amusant dans la trajectoire de Pickpocket et du condamné à mort, c'est que vous voyez en fait comment on débouche sur une libération, c'est-à-dire le personnage va finalement s'affranchir, en tout cas là, de sa passion pour le vol à la tire, pour finalement embrasser l'amour, et il se libère, mais il se libère une fois en prison, vous voyez. Alors que dans le condamné à mort s'est échappé, c'est la figure inverse, c'est-à-dire on se libère, mais en s'échappant de prison. Mais finalement, c'est à peu près la même chose. C'est ça qui est fascinant quand on rapproche ces deux films. Donc dans Pickpocket, hein, c'est un film au départ, là vous voyez le dernier mouvement, mais les deux premiers mouvements décrivaient dans un premier temps exactement, hein, sous le quotidien, la partie du quotidien, on montre la vie du Pickpocket extrêmement morne, comme ça. Il a contact quasiment avec personne au début, il n'a même pas d'attention pour sa mère, ni pour la jeune femme là qu'on voit ici, mais qui prend soin de sa mère. Et progressivement, on va voir... Il a juste dans sa vie une passion, c'est de faire le pickpocket, qu'il conduit même au-delà des intérêts habituels du crime. C'est-à-dire, c'est pas tellement l'argent qui l'intéresse. Hein. Il y a d'ailleurs un policier qui le traque et à qui il dit que il reconnaît lui que certains hommes sont au-dessus des lois. C'est-à-dire, il se prend quand même pour quelqu'un de l'élite, hein, de quelqu'un de supérieur. Donc, dans le moment de la disparité. Bresson utilise en tout cas pour faire sentir la disparité, comme quand je vous ai montré dans l'extrait d'Ozu, en fait c'est comment la disparité a été créée comme ça par des positions de caméra qui étaient inhabituelles. Lui, en tout cas Bresson, il a dans la deuxième étape du transcendantal, il le fait sentir en fait lui avec ce qu'il appelle ce qu'on appelle des doublements, c'est-à-dire que vous voyez c'est quelque chose, vous avez remarqué qu'il y avait une voix off dans Pickpocket qui est importante, mais c'est-à-dire qu'il va montrer par exemple un personnage dire en voix off « Je suis allé m'asseoir dans le hall d'une banque cet après-midi ». On va le voir aller s'asseoir. Vous voyez, la voix off est redondante. L'action, en fait, ne fait que montrer ce que la voix off a dit. Et après, on va voir le personnage dire en gros ce qu'il a dit, ce qu'il a fait plutôt. Donc, en fait, vous avez 3 fois un petit peu une impression de répétition comme ça. Et ça va créer quelque chose qui, après l'étape du quotidien, installe une sorte de malaise un petit peu. Et à la fin, donc, vous avez à la fin de l'étape de la disparité, vous avez ce qu'on appelle le moment décisif. Hein, et le moment décisif dans Pickpocket, c'est quand tout d'un coup le personnage prend conscience de l'existence de ses sentiments pour cette femme qui, progressivement dans la mise en scène, a presque l'air d'une madone. Hein, vous voyez, son visage n'est pas du tout filmé de la même manière qu'au début. Et donc, il y a un mouvement complètement inattendu qui rappelle un petit peu ce que dans Ozu, Voyage à Tokyo, dans la stase, le mouvement décisif de Voyage à Tokyo avant la stase, c'était la belle-fille
fille quand elle se mettait à pleurer après que le vieux monsieur lui ait donné la montre. Là, vous avez en gros, chez un personnage froid, complètement presque inhumain, hein, qui est le personnage de Michel, qui est joué par Martin Lassalle, le pickpocket, vous avez tout d'un coup ce moment très inattendu où il donne un baiser à la jeune Jeanne, la jeune femme, à travers les barreaux. Et en fait, la stase, la troisième étape, hein, qui révèle le transcendantal, c'est extrêmement court, là. C'est juste ce mouvement de caméra juste après le baiser, avec la musique qui monte comme ça, et qui, en gros, est censé illustrer le moment où on sent le transcendantal. Et ça, c'est un moment que Schrader va reproduire plusieurs fois et qu'il a marqué, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce moment d'humanité, ce moment d'émotion est censé tout d'un coup provoquer chez le spectateur une adhésion, enfin en tout cas, il doit provoquer une adhésion totale. C'est ce que Schrader écrit dans son livre, c'est que le spectateur doit être comme le personnage et doit avoir envie carrément de participer à cet élan d'émotion. En tout cas, c'est ce que Bresson exige du spectateur. Donc, en tout cas, le condamné à mort s'est échappé. Vous avez un type de stase qui va être différent. C'est ça qui est intéressant. C'est pas du tout la même chose. Vous savez, vous connaissez l'histoire du condamné à mort s'est échappé. Hein. C'est assez drôle de voir comment. En fait, la notion de prédestination, elle est déjà dans le titre. Hein. C'est-à-dire que vous avez un condamné à mort s'est échappé, il n'y a pas de suspense, puisque vous avez quasiment, on vous dit dès le départ que le condamné à mort va s'échapper. Pourtant, c'est filmé de manière extrêmement, je dirais pas qu'il y a du suspense, hein, mais disons que c'est le film de Bresson où il y a le plus un scénario un peu qui peut ressembler à quelque chose d'un petit peu classique, hein, comme ça, où on va voir le personnage dans l'étape du quotidien, les gestes pour s'échapper, pour creuser, pour préparer tous les détails de son évasion sont filmés de manière presque documentaire, comme ça. Mais il y a ce moment formidable qui, en tout cas, sur le plan vous savez que là, il y a une métaphore de la grâce dans le condamné à mort s'est échappé. Et pour Schrader, la notion de métaphore, elle sera très importante parce que si vous avez assisté à son cours de scénario, il explique très bien comment pour lui écrire un scénario, c'est d'abord trouver un problème et après trouver une métaphore pour exprimer ce problème. Et qu'après, l'intrigue, c'est quasiment quelque chose qui coule tout seul. Et en tout cas, là, vous voyez que Bresson parle très très bien de ça, c'est-à-dire que pour illustrer ce qu'est la grâce au sens presque janséniste, hein, il montre ça, en tout cas, d'une manière bien particulière dans le condamné à mort, c'est-à-dire que vous voyez ce personnage qui s'appelle Fontaine, qui a été arrêté et qui est en train d'essayer de s'évader. Au moment où il va passer à l'action, hein, la nuit où il doit s'évader, tout d'un coup, on va lui jeter dans sa cellule un personnage qui s'appelle Jost, auquel il ne s'attendait absolument pas. C'est-à-dire, il se dit, mais je risque de mettre en danger mon évasion avec ce type. Enfin, ce type risque de ruiner mon évasion, puisque si tout d'un coup, est-ce que c'est un espion? Est-ce qu'il va me dénoncer? Alors, j'ai deux choix. C'est-à-dire, est-ce que je le tue ou est-ce que je le mets dans le coup et que j'en fais le complice de mon évasion? Et en fait, ce choix va en fait être très déterminant, parce qu'il décide finalement de l'associer à son évasion, de lui faire confiance, donc. Et en s'évadant avec lui, il se rend compte en fait que le mur qu'il devait franchir, derrière ce mur, il ne l'avait pas vu de sa fenêtre, mais il y a un deuxième mur. Et ça, il n'aurait jamais pu le franchir tout seul. Donc en fait, il va réussir à s'évader parce que Jost a été jeté dans sa vie. Et l'idée d'acceptation, c'est-à-dire, vous voyez, d'avoir accepté Jost, de l'avoir reconnu et de l'avoir associé à sa tentative d'évasion, c'est en fait l'idée d'accepter la grâce. C'est-à-dire la grâce vous choisit et en fait vous donne cette opportunité. Et si vous l'acceptez, à ce moment-là, vous êtes sauvé. Et le personnage de Jost représente la grâce. Vous voyez, c'est en ça que ce film est une parfaite illustration d'une métaphore du phénomène de la grâce. Et donc après, vous avez donc ce moment décisif où ils ont réussi à franchir le deuxième mur. Vous avez la stase. Alors donc je vais vous montrer le dernier extrait la fin de Condamné à mort s'est échappé, qui montre ça. Donc c'est l'extrait numéro 4.
Eigentlich könnte sie mir ja mal wieder schreiben, was sie jetzt macht. Blöd. Crochet. Josse tremblait, moi aussi peut-être. J'hésitais. J'entendis sonner 4 heures. Le temps passait, nos chances diminuaient. Juste. Si ma mère me voyait. Voilà, donc c'est la fin du Condamné à mort, donc avec cette illustration hein, de la grâce. Schrader dit que c'est la plus belle illustration qu'on puisse trouver dans le cinéma, sous forme cinématographique. Donc là, vous voyez en fait comment d'avoir accepté Jost, hein, comme je le disais, ça permet au condamné à mort de s'échapper. Donc en fait, c'est qu'il a été choisi, hein, il est sauvé par en fait le personnage de Jost qui est l'incarnation de la grâce. Et dans le pickpocket, c'est qu'en fait la notion du pickpocket, c'est qu'il faut accepter l'amour. Et en fait, il faut accepter que ce personnage de Jeanne aussi, c'est un peu qui est une représentation aussi un peu de la grâce à un autre niveau. C'est elle qui va lui permettre un petit peu de se libérer, hein, de s'échapper, même s'il est en prison, grâce à l'amour qu'elle peut lui apporter. Donc ce sont deux, vous voyez, deux moments de
moments décisifs de fin de disparité et de stase qui sont différents d'Ozu, hein, mais on voit à quel point Schrader a pu être marqué par ça, parce que ça, il va le reproduire, il va le travailler de film en film, et c'est quelque chose, je vous dis, qui est à peu près aussi important que ce que a pu être les films d'Hitchcock pour quelqu'un comme Brian De Palma. Et donc, vous voyez même que dans American Gigolo, le personnage qui est féminin, qui est joué par Lauren Hutton, comme on va voir tout à l'heure, elle s'appelle Jost dans le film, hein, donc c'est pas un hasard, hein, c'est qu'il a voulu montrer que cette femme aussi, il a en fusionnant un petit peu comme, vous voyez, comme dans De Palma, dans Body Double, fusionne Vertigo et Fenêtre sur cour. Là, dans American Gigolo, il y a aussi comme ça une idée de fusion entre Pickpocket et Le Condamné à mort, comme ça, pour essayer c'est une référence, quoi. Et donc, la stase que vous voyez ici, hein, vous voyez, la stase chez Bresson, c'est extrêmement court. C'est juste le moment où, après l'évasion, on voit les deux personnages qui s'éloignent comme ça dans la nuit et qui disparaissent. C'est juste ça, vous voyez, c'est juste une image, presque une icône comme ça. Hein. Chez Bresson, le moment de stase, c'est pratiquement une icône. Dans le journal du curé de campagne, hein, c'est juste après que le curé soit mort, vous voyez ce plan sur le crucifix. Dans le procès de Jeanne d'Arc, c'est juste le pieu auquel a été attachée Jeanne d'Arc fumant comme ça après qu'elle ait été brûlée. C'est juste comme ça une icône qui est extrêmement forte comme ça et qui représente ce moment de la stase. C'est pas comme chez Ozu, un moment beaucoup plus long. Donc en fait, vous voyez que là dans Le Condamné à mort, c'est cette scène-là qui va être, en tout cas, la scène de Pickpocket et cette scène d'évasion, c'est ça qui vont être la matrice d'un film comme American Gigolo. Donc, avant d'aborder là, carrément American Gigolo et la mise en scène de Schrader, je voudrais juste revenir juste une seconde, finir sur... quand Schrader a écrit donc ce livre Transcendental Style in Film en 72, vous avez le cinéma transcendantal était encore, à travers Bresson, à travers Dreyer, c'était encore quelque chose qui était dans le cinéma à peu près commercial. Mais depuis, vous savez qu'il a fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait fait une nouvelle préface, hein, parce qu'il a quand même beaucoup continué à voir les films de cet ordre-là, qui étaient dans ce genre de cinéma comme ça de contemplatif, qui cherchait à exprimer le sacré. Et donc il a quand même évolué après dans son appréhension de ce cinéma-là. Il a voulu enrichir en tout cas son essai d'une nouvelle préface qui traitait de ce qu'il appelle le slow cinéma, pour justement raconter tout ce nouveau cinéma, comment le spectateur devient actif, en tout cas en regardant des films extrêmement contemplatifs. Et il cite notamment quelque chose, un exemple qui est assez drôle, hein, pour parler de ce genre de cinéma. Alors lui, après, il dit que des fois, ça part vers des films qui durent 7 heures, 8 heures. Ça, c'est complètement autre chose et c'est plus du tout du cinéma commercial. Mais en fait, il donne un exemple qui est assez drôle. Il dit, vous voyez, dans le cinéma, le slow cinéma classique, qui est donc un truc qui va un peu plus loin encore que le cinéma transcendantal, c'est que vous avez souvent un plan comme ça, fixe, d'un paysage, d'une campagne où on voit un talus avec, par exemple, des chèvres en train de brouter de l'herbe. Et vous voyez tout d'un coup un personnage, un homme qui arrive au sommet du talus, comme ça, sur la droite de l'écran, et qui va se mettre à descendre le talus, comme ça, en temps réel. Et vous savez que, vu le film dans lequel vous vous trouvez, vous savez que le metteur en scène va filmer tout ça et que le plan ne sera pas terminé tant que le personnage ne sera pas descendu, voire qu'il ne sera pas sorti du cadre. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est un plan qui peut durer jusqu'à 5-6 minutes. Donc là, vous voyez comment le spectateur doit faire un effort pour aller vers le film. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le personnage commence à descendre, qu'est-ce qu'il fait? On voit que le centre d'attention va changer. C'est-à-dire que vous allez plus suivre le spectateur. Schrader dit, vous allez commencer à regarder, par exemple, le ciel. Vous allez voir tout d'un coup que le ciel s'est assombri. Vous allez vous dire, est-ce qu'il y a un orage qui va éclater? Maintenant, vous regardez les chèvres et vous vous rendez compte tout d'un coup qu'il n'y en a plus que 4, alors qu'il y en avait 5 avant. Vous vous dites, vous passer la 5e. Vous commencez à vous dire, tiens, il y a peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui est venu la chercher. Vous entendez vraiment un bus arriver avec des cris d'enfants. Vous vous dites, tiens, il y a peut-être une école à côté. Donc vous attendez que le bus arrive. Finalement, le bus n'arrive pas. Vous l'entendez s'éloigner. Là, vous vous apercevez que le type est arrivé en bas. Donc, il y a tout quasiment un film qui se fait dans la tête du spectateur, vous voyez, comme ça. Et c'est ça qu'il appelle être actif pendant le film. Et dans ce film, dans ce cinéma-là,
qu'il appelle le slow cinéma. Vous avez cette dilatation du temps, en fait, qui rend le spectateur actif et qui lui permet tout d'un coup d'entrer presque dans un état second, vous voyez. Peut-être encore plus, en tout cas, presque comme dans une hypnose, beaucoup plus que dans le cinéma transcendantal avec les exemples que je vous ai donnés là. Et ça l'a beaucoup intéressé. Et ça a débouché, vous voyez, après, qu'est-ce qui se passe quand je vous parlais du plan de pickpocket ou quand la porte se referme dans le cinéma traditionnel de l'image mouvement, comme disait Deleuze. Normalement, après que la porte se referme, il y a l'enchaînement de plans où on voit le type dans la montée d'escalier qui descend. Là, dans Pickpocket, on reste 3-4 secondes sur la porte qui est refermée. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si c'est plus 3-4 secondes, mais si c'est 10, si c'est 30, si c'est 2 minutes, vous voyez. À partir de là, vous avez des images qui commencent à arriver dans la tête du spectateur, qui se demande pourquoi on a fait durer ce plan si longtemps. Il y a presque carrément un film qui se fait dans la tête du spectateur. Et ça, c'est un truc qui a beaucoup séduit Schrader, mais qui n'a jamais, lui, mis en application. Il continue, par exemple, vous voyez, à voir... C'est quelqu'un qu'il aime, c'est pas forcément ce qu'il aimerait faire, mais par exemple, il aime Jeanne Dielman, vous voyez, le film de Chantal Akerman, où on voit Delphine Seyrig à un moment qui épluche des pommes de terre, et ça peut durer 30 minutes, vous voyez, c'est quelque chose comme ça, où on essaye d'aller jusqu'à d'éprouver les limites comme ça du spectateur, où on n'est plus tout à fait dans le naturalisme, on est dans un temps réel, on est ailleurs. Et c'est ça qu'il appelle un petit peu cette dimension comme ça du transcendantal poussé là à l'extrême. Donc après, vous voyez, quand il va devenir metteur en scène, il va être quand même, c'est ça qui va être marrant chez Schrader, c'est que tout ce background extrêmement austère, extrêmement sérieux, extrêmement pointu, parce que je vous dis, Transcendental Style in Film, c'est un livre qui n'est pas facile à lire, qui est quand même pas du tout, j'imagine pas du tout les gens à Hollywood lire des trucs comme ça, mais il va être déchiré toujours entre son désir d'être extrêmement pur comme ça, d'être vraiment transcendantal, vous voyez, mais en même temps, il veut avoir du succès, il veut parler au plus grand nombre. C'est pas quelqu'un qui va vouloir être un cinéaste expérimental. Il veut pas être Bellatar ou des gens comme ça. Il veut quand même il est américain parce qu'il pense que le cinéma doit être narratif. Donc, il va quand même s'attacher à raconter des histoires. C'est pas du tout quelqu'un qui va vouloir faire du ozu. Il est fasciné par ce cinéma-là, mais il ne veut pas le faire. Et quand on dit que l'influence du cinéma transcendantal sur Schrader, c'est pas du tout une influence visible dans sa mise en scène, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, son premier film, c'est un film en fait sur des ouvriers qui décident de braquer leur syndicat, Blue Collar, que vous avez vu. C'est un film plutôt réaliste. Ça n'a rien à voir avec Ozu, Bresson ou Dreyer. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui a choisi ça pour venir, mais progressivement, en tout cas. Il ne va pas pouvoir s'empêcher de vouloir installer des idées, des thèmes, en tout cas dans la façon dont les personnages sont conçus, qui font référence à ce cinéma-là de Ozu, de Bresson et même de Dreyer, comme on va le voir avec First Reform. Et donc, il a d'abord écrit des scénarios, comme vous le savez. C'est quelqu'un qui a d'abord commencé comme scénariste, d'ailleurs avec son frère, Léonard. Ils écrivaient ensemble. Son frère était même missionnaire. Il vivait au Japon et il a même après épousé une japonaise. Ils ont écrit Mishima ensemble, notamment. Mais ils ont commencé à écrire le premier scénario qu'ils ont écrit. Ça s'appelait Yakuza. Donc là encore, pas grand-chose à voir avec le cinéma transcendantal. Ça se passe au Japon, mais rien à voir avec Ozu non plus. C'est un film de gangster japonais, donc a priori extrêmement commercial. Il essayait de comprendre le cinéma commercial. Il était très fort pour ça. C'est-à-dire qu'il avait une méthode, en tout cas, pour... si vous avez suivi sa conférence, son cours de scénario, en tout cas, il a une méthode extrêmement efficace pour concevoir des sujets. Donc, en France, on aime beaucoup ça. Aux États-Unis aussi, on a l'impression que pour faire un scénario, il y a des recettes comme ça. Lui, en même temps, ça a marché 2-3 fois, mais c'est une méthode qui marche pour lui. Mais je ne pense pas qu'on puisse appliquer ça systématiquement. Mais en tout cas... Quand il a écrit son scénario le plus célèbre, Taxi Driver, il avait cette idée comme ça de traiter de la solitude urbaine. Et après, à partir de ça, il s'est dit il faut que je trouve une métaphore. Et la métaphore, ça a été le taxi, le chauffeur de taxi, parce que le type dans sa voiture, comme ça, il traverse la ville et il est enfermé dans son taxi. Et c'est une bonne métaphore de la solitude. Et il a fonctionné après aussi comme ça pour le film qu'il a mis en scène, qui s'appelle American Gigolo, donc où on peut voir
Parce que Taxi Driver est un film qui est finalement plus proche de Schrader que de Scorsese qu'il a réalisé. Mais vous pouvez voir vraiment les ressemblances entre American Gigolo et Taxi Driver, entre les deux personnages. Et là, on va voir comment... Notamment, en fait, ce sont des personnages qui sont diamétralement opposés, mais qui ont une trajectoire à peu près similaire. C'est-à-dire que le personnage du chauffeur de taxi, que joue Robert De Niro dans Taxi Driver, c'est un personnage comme ça qui vit dans un endroit cradingue, qui est extrêmement perturbé, qui prend des cachets, qui est un peu comme un personnage de Bresson dans le sens où il écrit son journal, où il décrit ses moindres états d'âme. Il a, comme ça, dans sa vie, il a deux femmes qui sont en fait une petite prostituée, une femme plutôt qui fait la campagne d'un sénateur qui est joué par Sybil Shepherd dont il est amoureux mais qui ne va pas pouvoir avoir. Et en même temps, il va finalement, toute la violence qu'il avait accumulée en lui, il va se défouler en fait pour sauver une autre fille en fait dont il ne veut pas, qui est une petite prostituée jouée par Jodie Foster. Et il va provoquer un carnage comme ça libérateur qui va finalement presque le sauver, quoi. Mais où il y a une fin extrêmement ambiguë où on se demande si ce type finalement il est célébré comme un héros parce qu'il a réussi à sauver cette petite prostituée. Mais s'il avait, comme dans sa première intention, abattu le candidat à la présidence dont la fille dont il était amoureux mais qu'il ne pouvait pas avoir faisait la promotion, là, il aurait été un criminel unanimement dénoncé. Donc, vous voyez, c'est un peu comme dans La Combe Lucien de Louis Malle. On voit qu'il faut peu de choses pour qu'un personnage soit perçu comme un héros ou comme un terroriste. Et c'est quelque chose qu'on verra dans First Reform aussi, ça. En tout cas, dans le cas d'American Gigolo, et c'est là qu'on retrouve quand même des thématiques de Bresson, mais alors qui ne sont pas du tout mis en scène à la manière de Bresson, c'est que ce personnage du gigolo américain, en fait, il a eu l'idée de manière assez drôle. C'est-à-dire qu'il faisait un cours de scénario à des élèves et il leur a dit, alors... amusons-nous à écrire un scénario ensemble. Donc, qu'est-ce que notre personnage masculin fait alors dans la vie? Alors, est-ce qu'il est banquier, restaurateur, gigolo? Et tout d'un coup, il avait jeté ça en l'air. Il s'est dit, mais gigolo, c'est pas mal. Un gigolo américain, ça sonne bien. Tiens, ça pourrait être pas mal. Et il allait en analyse à l'époque. Il allait voir un psy et il parlait notamment de son problème qu'il avait de ne jamais à pouvoir accepter l'amour. C'est-à-dire que chaque fois qu'une femme tombait amoureuse de lui, ou qu'il était dans une histoire sentimentale, souvent ça capotait parce qu'il n'arrivait pas à se trouver digne de l'amour de cette femme, quoi. Donc c'était quelque chose qui le perturbait beaucoup, donc il en parlait beaucoup avec son psy. Et un jour, en sortant du cabinet du psy, il s'est dit, mais j'ai mon problème, c'est ne pas accepter l'amour, et ma métaphore, c'est le gigolo, quoi. Donc il s'est dit, voilà, je vais créer un film en fusionnant cette métaphore et ce problème. Et c'est donc un film qui est donc extrêmement personnel. Alors ce qu'on voit, c'est que c'est drôle de voir comment de Taxi Driver, on passe à American Gigolo. Vous voyez que c'est aussi un personnage qui est dans sa voiture, le gigolo américain. Il est dans une Mercedes, comme ça, les cheveux au vent. Et on voit comment, en fait, ça correspond aussi à un moment où le style de vie de Schrader a changé. C'est-à-dire que quand il écrivait Taxi Driver, vous savez qu'il était presque, je sais pas, il n'y avait pas le RMI à l'époque, mais c'était quasiment, il vivait dans sa voiture, il était complètement il regardait de la pornographie toute la journée, un peu comme le personnage de Travis Bickle. Il allait dans des cinémas porno, comme ça, il allait très mal, ça allait pas bien du tout. Donc il a écrit ce scénario-là dans des conditions qui étaient proches de celles de Travis Bickle. Et en fait, on voit dans American Gigolo, Schrader n'était pas gigolo, mais on voit que ça se passe dans des très beaux endroits luxueux, les gens sont bien habillés. On voit qu'en fait, ça se passe à un moment où Schrader a changé de style de vie. Il connaît un petit peu ce mode de vie californien. Et c'est ça qui est drôle dans American Gigolo. C'est que c'est la dichotomie de Schrader, ça peut paraître comique là, parce que ça paraît absurde, mais c'est qu'il veut être disco, il veut être californien, il veut être séduisant, mais il veut être bressonien aussi. C'est-à-dire que American Gigolo, c'est en fait le disco bressonien, quoi. C'est ça qui est fascinant, parce que vous avez une bande-son qui est saturée de disco, comme à l'époque, c'était la musique à la mode. Il y a le fameux tube qui s'appelle Call Me de Blondie, sur une musique de Giorgio Moroder, qui est devenu un tube planétaire. Il y a même des gens aujourd'hui qui ne savent même pas que c'est la bande originale de American Gigolo. Mais disons que c'est un objet extrêmement séduisant, mais que Schrader, lui, voit comme quelque chose qui est une sorte de compromis entre Bresson et en gros ce que le public attendait. Et c'est ça qui est amusant dans ce film. Et moi, je trouve en même temps le film extrêmement intéressant, très bien mis en scène, mais qui, bien sûr, n'a pas du tout
une mise en scène transcendantale. Donc je vais vous montrer en gros quand même, j'ai décomposé 3 extraits d'American Gigolo pour essayer de vous montrer quand même que ça correspond à ces 3 moments que Schrader a définis dans son essai Transcendental Style in Film, c'est-à-dire le quotidien, la disparité et la stase, vous voyez, c'est-à-dire que comment dans le scénario on peut quand même décomposer ce scénario dans ces 3 moments-là, mais que ce que ces différentes parties communiquent, en fait, là, contrairement au style transcendantal dont parle Schrader dans son livre, ça n'est pas communiqué par la forme, ça n'est pas communiqué par le style tellement, mais c'est uniquement communiqué un petit peu par le scénario. Et c'est en ça que c'est un échec en tant que film transcendantal. C'est un très bon film, mais c'est pas du tout un film transcendantal dans sa mise en scène. Donc, extrait numéro 5. Listen to the recording and repeat what you hear. Listen and then repeat. I am not interested in that. Jag är inte intresserad av det. I am not interested in that. Jag är inte intresserad av det. How much farther have we to go? Hur mycket längre är det att gå? How much farther have we to go? You make it längre av det att gå. Is this your first visit? Okay. Är detta ert första besök? Yeah. Okay, let me through. Hey, Leon, what's up? Hey, Julie, baby, listen, I hate to bug you like this, but you gotta help me out. I had this Palm Springs gig set up for Joey, and the bitch split. At least he ain't nowhere around. No, can't do it. Getting a haircut now. I got something on later this afternoon. Baby, this is a 2-hour gig. Plus the drive. Plus the drive. 5C, straight in and out drive, nothing fancy. Come on, do me a favor. I don't know. Maybe. If I get some time. I'll give you $50. You go fuck yourself. You think I'm in this for charity? Hey, wait a minute here. Who's doing who a favor? Who called who up begging for a sub? Okay. I'm sorry. I appreciate it. Anything for a friend. Excuse me. Mind if I take my cap off, ma'am? No, of course not. Thank you. I think I know this hotel better than I do my own apartment. All the important people come and stay here. You know, I used to be a pool boy here. Anything I can do to help you? Look, I'll open up the champagne for you. Julian. My name is Julian. You don't have to open up the champagne. I will give you a tip. Don't worry. Jesus. Oh, look, I'm sorry, Mrs. Tobin. That's not what I meant at all. I was... I'm sorry. This your first time in L.A.? Maybe you can be a help to me. Yeah? Well, I haven't been here for several years, and I was wondering if there are any new, really good restaurants. You know, where the famous people go. Yeah, well, it's probably safer to recommend the more established restaurants. There's, Ma Maison, and La Scala, and Scandia. And of the newer ones, I hear that the Dome is quite nice. Very popular. My, you are making me thirsty just standing there. Now you can open the champagne. Pour me a drink. And set the bottle down.
Voilà, donc vous voyez en fait cette première partie qui est censée illustrer en fait le quotidien du personnage. Et vous voyez que ce personnage qui est joué par Richard Gere, hein, donc ça a été le premier grand rôle, en fait est un personnage qui est montré comme extrêmement vide en fait intérieurement. Hein. Et il y a cette scène qui est très révélatrice du cinéma de Schrader, c'est-à-dire que vous voyez son intérieur, l'intérieur de son appartement. Et beaucoup de films de Schrader en fait décrivent, c'est ça j'emploie ses propres mots là, hein, un personnage dans sa chambre avec un masque qui attend que quelque chose se passe. C'est-à-dire, ça peut être Taxi Driver, ça peut être Mishima, ça peut être... Et là, vous avez le gigolo américain. Pourquoi il est américain, ce gigolo? Parce que vous voyez là qu'il a le désir de s'améliorer. C'est-à-dire qu'il a une panoplie, en fait. Hein. Vous voyez, il apprend des langues étrangères pour pouvoir séduire des femmes étrangères. Enfin, il essaye d'être le meilleur dans sa catégorie. Là, vous le voyez en train de faire de la muscu chez lui. Vous voyez un décor assez ascétique. Vous voyez qu'il a probablement acheté des tableaux. Et c'est un peu filmé. Je ne dis pas que c'est du Ozu, là. Hein, mais vous voyez qu'un peu, il y a des plans fixes. Là, vous avez les vases dont je vous ai parlé. Tout ça, c'est un petit peu pour montrer que c'est un type qui a probablement acheté des choses qui font partie de la panoplie des gens qui ont du goût, mais c'est pas forcément quelque chose qu'il achèterait comme ça. Il essaye de se faire une persona, de se faire un personnage comme ça. Et il est presque robotique. Vous voyez, après, quand il est avec sa cliente, là, on dirait qu'il est en pilotage automatique. Hein. Les rapports qu'il a avec sa maquerelle, avec son maquereau. La sexualité est un monde décrit de manière extrêmement froide, hein, où tout se marchande, où tout s'achète. Donc c'est quelque chose d'assez inhospitalier malgré les beaux décors, malgré la Californie, malgré le luxe. C'est un environnement qui est quand même extrêmement froid et que Schrader met en scène de manière extrêmement froide. Et donc après, ce personnage de gigolo va être impliqué dans un meurtre qu'il n'a pas commis et progressivement, il va voir son quotidien s'effriter, se fragiliser. Il va être lui-même soupçonné du meurtre par un détective qui rappelle un petit peu le détective de Pickpocket aussi, mais le gigolo donc ressemble thématiquement un peu au personnage du Pickpocket parce qu'il est très bon dans sa catégorie, il n'est pas tellement humain et progressivement il va voir son univers se décomposer, s'effondrer, les gens qui étaient censés être ses amis devenir ses ennemis, sa maquerelle en fait prête à le lâcher, il va voir en fait qu'il vivait dans un simulacre et il y a une femme donc qui est amoureuse de lui et qui va finalement le sauver en lui donnant un alibi. Et il y a donc après toute cette étape de disparité, je ne vais pas vous montrer l'extrait parce qu'il est trop long et en même temps il révèle pas grand-chose, si ce n'est que c'est pas spécialement bien mis en scène justement là, c'est-à-dire que c'est moi l'extrait que j'avais choisi, c'était où on le voyait parler avec sa maquerelle au bord de la mer où il disait qu'il avait des problèmes et on voyait qu'elle se fermait et qu'elle allait pas l'aider et on voyait qu'en fait c'était mis en scène de manière assez peu imaginative, hein, en tout cas presque de manière purement pour enregistrer le dialogue. Et c'est en ça que je dis que là, Schrader n'est pas encore un metteur en scène où il a beau avoir écrit le style transcendantal, il ne met pas en application. Et c'est pas encore le metteur en scène de First Reform. Mais en tout cas, on débouche à la fin de American Gigolo sur un moment où le gigolo finalement est arrêté par la police. Et c'est ce personnage qui s'appelle Michel, qui est joué par Lorraine Hutton, qui s'appelle Michel Jost, hein, donc je vous disais, qui va le sauver. Et vous avez cette scène à la fin dans le parloir de la prison, où tout d'un coup, en fait, il va se créer ce moment décisif dont il parlait dans son essai, que je vous laisse découvrir. I told them, Julian. I heard. You didn't have to do that, Michelle. You could have forgotten me. I'd rather die. What will you do now? I don't know. I can't go home. Newsmen are waiting outside for me. There's dozens of them. Why did you do it? I had no choice. I love you. My God, Michelle. It's taken me so long to come to you.
Voilà, donc c'est le final d'American Gigolo. Vous voyez vraiment la citation claire de Pickpocket, où il reprend quasiment le dialogue. Donc en fait, tout ça pour dire que en fait, American Gigolo est un faux film transcendantal. C'est pas du tout un film transcendantal, mais vous voyez quand même comme il essayait, mais je pense plutôt comme des clins d'œil, d'intégrer un petit peu ces éléments du cinéma qu'il avait évoqué dans Transcendental Style in Film. Mais après, vous voyez donc, en tout cas, American Gigolo est intéressant parce qu'il marque aussi la rencontre avec un chef opérateur qui s'appelle John Bailey, qui est un opérateur beaucoup plus esthétisant que Michael Chapman, qui avait photographié Taxi Driver et qui avait en tout cas mis en scène, qui avait photographié le premier film Blue Collar. Il va aller vers, en tout cas Bailey va lui apporter comme ça un sens de l'esthétisme qui va maintenant développer dans ses films suivants. Il va plus du tout vraiment être un metteur en scène réaliste. Il va aller de plus en plus vers un esthétisme, en tout cas dans ses meilleurs films, notamment dans Mishima, qui pour moi est son chef-d'œuvre, pour mettre en scène comme ça des personnages qui sont confrontés à un élan spirituel, à un goût de la beauté, comme ça, ou Comfort of Strangers, je sais pas si Étrange Séduction, je sais pas si vous avez vu ce film-là, enfin qui est pas très prisé, mais moi que j'aime beaucoup. Et tout ça, en fait, il va connaître après des difficultés, Schrader. Ça va pas être facile, puisqu'il va sortir du cinéma des grands studios après l'échec du film Cat People, La Féline, le remake du film de Turner qu'il avait tourné et qui n'a pas du tout eu de succès. À partir de là, il va rentrer dans le cinéma indépendant et faire des films personnels, toujours, avec plus ou moins de succès et souvent beaucoup d'insuccès. Il va avoir une période assez compliquée, en tout cas à partir des années 2000, où il y a quelques bons films. Autofocus, moi je trouve, est un film formidable, mais des entreprises plus bizarres comme The Canyons avec Bret Easton Ellis. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Enfin, moi personnellement, je ne trouve pas que ce soit une grande réussite. Et tout d'un coup, alors qu'on ne l'attendait pas, alors que quand même c'est quelqu'un qui est né en 46, Paul Schrader, donc il a 74 ans. Moi, je trouve qu'il va faire pratiquement peut-être peut-être pas son meilleur film, mais en tout cas un de ses 3 meilleurs films, qui s'appelle First Reformed, qu'il a fait en 2017. Et là, pour la première fois, il va décider. Il s'était longtemps dit, de toute façon, il a jamais dit qu'il ferait un film transcendantal. Il disait non, jamais. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Je veux avoir du succès. Je veux être dans le narratif. Je veux être dans la tradition américaine avec le personnage qui suscite de l'empathie. Mais là, tout d'un coup, il s'est dit c'est peut-être le moment parce qu'il était en crise. Ça faisait longtemps qu'il avait pas fait un film vraiment qui avait marqué. Il commençait à douter aussi de son talent. Il se demandait s'il n'était pas un petit peu fini entre guillemets. Ça arrive à des metteurs en scène comme ça. Et tout d'un coup, il a décidé d'écrire ce film qu'il portait en lui depuis longtemps. Et il a écrit cette histoire donc, qui s'appelle First Reform, qui est l'histoire d'un pasteur qui perd sa foi et qui progressivement va devenir un héros très schraderien dans le sens où il va hésiter entre la sainteté et le terrorisme. C'est quelqu'un qui, pour vouloir s'insurger contre des gens notamment une église voisine qui est subventionnée par un industriel qui détruit l'environnement, il va décider en tout cas de faire exploser une bombe comme ça, d'amener les gens de l'église voisine, enfin en tout cas le pasteur de l'église voisine et l'industriel dans son église à lui, et avec une veste quasiment comme un terroriste, se faire exploser. Donc c'est en tout cas un film qui décrit cette odyssée comme ça de ce personnage qui est joué par Ethan Hawke de manière absolument formidable. Moi, je trouve que c'est son meilleur rôle. Mais donc, vous allez voir comment, en fait, il a tourné ce film avec le format 1:33, vous voyez, qui est un format qui n'est pas un format commercial du tout, qui est très très peu employé aujourd'hui dans le cinéma américain, pour essayer comme ça de gommer tout ce que... Là, il n'y a pas de musique de Giorgio Moroder, vous voyez, il y a très très peu de musique d'ailleurs en tout cas de la musique non diégétique, on l'entend à un moment, je vais vous montrer un extrait où on l'entend, mais c'est très rare. Il va essayer de montrer que des plans fixes, ou en tout cas, quand la caméra bouge, c'est pour une raison bien précise et qui crée justement ce moment comme ça de stase, un petit peu dont je vous parle. Mais sinon, le film décrit comme ça une réalité extrêmement morne au début, vous voyez, avec des plans fixes, un personnage extrêmement sombre, tourmenté, qui rappelle un peu les personnages de Bresson. Et on va voir comment il fait un collage d'énormément... Alors c'est ça qui est amusant, c'est qu'avant, vous voyez, dans American Gigolo, il y a énormément de citations, même de Taxi Driver, même d'une femme mariée. Il y a une scène de sexe dans American Gigolo qui est filmée exactement comme une scène d'une femme mariée de Godard. Mais là, tout d'un coup, il y a énormément de références dans First Reform. Vous allez voir le début, en tout cas, enfin, je ne vais pas vous montrer l'extrait du début, mais en tout cas, le début raconte en fait comment le pasteur qui est joué par Ethan Hawke en fait est contacté par une jeune femme qui lui dit: mon mari est en pleine crise, il faut absolument qu'il vous parle. Donc c'est un type qui a fait
qui est extrêmement déprimé par le déclin le déclin climatique, enfin la destruction de l'environnement, qui pense au suicide. Le personnage de Ethan Hawke a lui-même perdu un fils en Irak. Il se sent lui-même coupable d'avoir envoyé son fils là-bas, donc il est lui-même en crise. Il essaye de rassurer ce jeune homme qui s'appelle Michael, qui est donc le mari d'une femme qui s'appelle Marie, qu'il a contacté, et ils attendent un enfant tous les deux. Et le jeune homme est vraiment en pleine crise parce qu'il se dit mais à quoi bon amener un enfant dans ce monde affreux qui est en train qu'on a pollué, qui est en train de sombrer. Et Ethan Hawke essaye de le raisonner. Et ce type va se suicider et ça va déclencher tout d'un coup chez le personnage d'Ethan Hawke une espèce d'énorme crise de foi, hein, presque comme ça. Il va se mettre à douter de sa foi et il va progressivement se sentir investi de ce que le jeune homme voulait faire. On sent que le jeune homme avait une veste explosive qui préparait peut-être un attentat. Et c'est lui qui va progressivement prendre la place de ce personnage-là. Et le début, en fait, si vous avez vu le film d'Ingmar Bergman qui s'appelle Les Communions, vous voyez que c'est extrêmement similaire, que comme dans le journal du curé de campagne aussi, il tient un journal. Donc ça a l'air d'être à nouveau des citations. Vous voyez, on se dit, il s'est pas foulé, Schrader. Il a à nouveau pompé, comme De Palma, par exemple, on a accusé, vous voyez, de ces cinéastes qui font des films comme ça en pompant à droite, à gauche des éléments de scénario. Mais pour la première fois, là, ici, je trouve que c'est finalement, malgré tout, malgré toutes ces citations qu'on peut identifier, où on peut dire, là, ça vient de Bresson, là, ça vient de Bergman, là, ça vient de Tarkovsky, il y a un tout qui est extrêmement cohérent, extrêmement personnel et absolument, je trouve, dévastateur. C'est un film dont on sort vraiment extrêmement ébranlé. Et après, donc, une première partie qui, comme dans le style transcendantal, alors là, vraiment, on retrouve les 3 étapes qu'il avait définies. Le quotidien, où on voit le quotidien de ce prêtre, de ce pasteur, pardon, qui reçoit donc ce jeune homme. C'est décrit dans un style comme ça, extrêmement... Et après, vous allez avoir ce moment aussi comme ça de la disparité, hein, où il va progressivement, après le suicide, voir que son univers se fissure. Et là, Schrader va faire un truc assez gonflé. C'est qu'il va tout d'un coup faire entrer le spirituel, mais alors de manière, je dirais, presque forcée, vous voyez, qui en tout cas, et là, pas du tout bressonien ni ozuesque, mais en tout cas, crée tout d'un coup... un sentiment de l'existence justement de ce monde spirituel, de ce monde, de l'autre monde, hein, de manière extrêmement inattendue, extrêmement gonflée. Donc je vous laisse découvrir donc l'extrait numéro 9. Hey, Mary. Hi. Can I come in? Yeah, of course. Come on in. Come on. Do you need anything? Do you want... can I take your coat? Yeah. Hey, are you all right? No. I'm really frightened. I'm frightened of everything. I woke up and my heart was pounding and I thought like the ceiling was just gonna fall in. So I had to get out. Yeah, and I just drove around and I didn't put any makeup on. Sorry. I'm glad you came. Do you want some water or some tea? Without warning. This dark curtain just fell. I'm scared of everything. Well, you did the right thing coming here. I just can't stop my thoughts. They just keep going on, and they repeat and repeat. Did this ever happen before Michael's death? A little. Yeah, not like this, though. I read online that they used to believe that pregnancy made you happy, but now they feel like it just makes your feelings more extreme. Michael, he was just really strong. How so? He listened, he was kind. We used to do this thing called the Magical Mystery Tour. It sounds silly, but we would share a joint
and lay on top of each other, fully clothed. And we would try to get as much body-to-body contact as possible. We'd have our hands out, and we would just look straight into each other's eyes and move them in unison, like right, left. And then we would breathe in rhythm. You want me to do this? No, I didn't mean that. I mean, yeah. I mean, yeah, I guess I did. Okay. Show me. Well, you lay on your back and with your arms and your legs stretched out. Do we need music? No, we just listen to the breaths. Just lie down. Yeah. And then, yeah.
Voilà, donc vous voyez en fait cette scène, là, vue détachée de son contexte, peut avoir l'air un peu kitsch, peut avoir l'air un peu 70s, hein, c'est pas du tout. On pourrait se dire, tiens, ça ressemble à un trip un petit peu psychédélique. Dans le cœur du film, ça apparaît pas du tout comme ça, parce que justement tout ce qui précède est pas du tout mis en scène de la même manière. Et il y a une vraie, tout d'un coup, appréhension comme ça d'une dimension complètement spirituelle. Vous voyez en fait comment le personnage féminin, en venant en fait chercher le pasteur pour lui demande quasiment de prendre la place de son mari. Il y a une scène qu'on pourrait presque voir à forte connotation sexuelle, hein, puisque elle se met quasiment sur lui. Elle est en plus un personnage qui s'appelle Marie, qui est enceinte. Vous voyez, enfin, elle a quand même assez connoté. Mais vous voyez, ce qui est beau, c'est que tout d'un coup, on voit comment le jeu qu'elle faisait avec son mari, comme ça, il y a quelque chose chez Schrader. Vous savez, Billy Wilder disait, chaque fois qu'il avait un problème de scénario, il se disait, qu'est-ce que Lubitsch ferait? Donc c'est comme ça qu'il décoinçait souvent des scènes. Et là, Schrader était coincé à un moment. Hein. Il expliquait que quand il écrivait cette scène, il y avait un truc qui fonctionnait pas. Il n'arrivait pas à trouver quelque chose qui pouvait illustrer la spiritualité, qui pouvait un petit peu révéler ce que les personnages avaient à l'intérieur. Et tout d'un coup, il s'est dit, qu'est-ce que Tarkovsky ferait? Et il s'est dit que Tarkovsky les ferait léviter. Donc il a eu l'idée de la lévitation, mais il s'est dit, il faut que je le pousse encore plus loin. Et c'est là qu'il a fait, vous voyez, défiler derrière des images de l'environnement qui, au début, ont l'air d'un Éden, hein, comme ça, le monde a l'air extrêmement beau, la nature est extrêmement magnifique à regarder. Et progressivement, on voit que ça se dégrade, hein, on voit que ça commence à ressembler à ce que le monde est aujourd'hui, c'est-à-dire un peu vraiment très pollué. Et ça se termine vraiment presque de manière un peu apocalyptique, où on voit que ça devient atroce, que peut-être ce que le monde deviendra dans quelques années. Et en fait, on a l'impression, vous voyez, que ce phénomène de comment illustrer la noirceur que le personnage qui s'appelle Toller dans le film et qui est joué par Ethan Hawke a en lui, c'est qu'on a l'impression que ça contamine finalement cette espèce d'image comme ça paradisiaque que la femme lui apporte, et comment sa noirceur finalement envahit tout et déteint sur tout. Et ça va lancer en fait le personnage dans un parcours typiquement schraderien, hein, puisqu'il est caractéristique des héros de Schrader en ce qu'il est à la fois passif et actif, à la fois comme le personnage de Taxi Driver, il va tout d'un coup, alors que le personnage d'American Gigolo était un personnage qui implosait, là il va être dirigé vers l'explosion, au contraire, comme Travis Bickle, puisqu'il va vouloir commettre un attentat et même se suicider. Donc il va se trouver des cibles, c'est-à-dire l'industriel qui est responsable de la pollution, le pasteur de l'église à côté qui est pour lui complice, et il va essayer comme ça de trouver un sens à sa vie et de résoudre sa crise en devenant carrément un terroriste, hein, c'est-à-dire comme Travis Bickle voulait passer à l'action en commettant un assassinat. Ce pasteur, tout d'un coup, décide de passer à l'action, et il passe à l'action par la violence, et il va tout d'un coup prendre la ceinture explosive, enfin la veste explosive du mari de la jeune femme. Il va se l'enfiler pour pouvoir en fait se faire exploser pendant un office où il a convoqué tous les gens dont il veut se débarrasser, qui sont selon lui responsables de l'état dans lequel le monde se trouve. Donc il y a une espèce de truc sacrificiel comme ça, complètement dingue, hein, comme ça, mais qui est à la fois extrêmement schraderien. Et au moment où il enfile la veste, il va voir par la fenêtre, et alors c'est cadré, je ne vais pas vous montrer l'extrait parce qu'il est trop long, là on n'aura pas le temps, mais je vais vous le raconter, c'est à peu près pareil, hein, vous allez comprendre très bien où Schrader a voulu en venir. C'est qu'en se mettant à la fenêtre est d'ailleurs cadrée avec des barreaux comme ça, hein, qui rappellent vraiment presque un personnage comme ça, un petit peu enfermé, hein, dans sa prison, comme un héros bressonien, et on voit qu'il est témoin, il voit la jeune femme, là, que vous avez vue, Marie, qui vient assister à l'office alors que ce n'était pas du tout prévu. Et on sent tout d'un coup qu'il est pris de panique, qui se dit en fait qu'il veut pas tuer cette femme parce que s'il se fait exploser, ça va tuer beaucoup de gens, hein, et elle risque de faire partie des victimes. Donc on le voit tout d'un coup changer ses plans. Il est frénétique alors que les autres l'attendent, hein, dans l'église. On voit qu'ils commencent tous à regarder leur montre en disant qu'est-ce qu'il fait. Il y a quelqu'un qui va frapper à la porte pour dire quand est-ce que vous venez. Et lui est en train d'enlever sa veste explosive. Et on sent que tout d'un coup, au lieu de se diriger vers l'explosion, il va vouloir se suicider, quoi. Donc il est en train, on le voit quand même s'entourer le torse de fils de fer barbelés comme un martyr, hein. Vous savez que l'image du martyr de San Sébastien, la peinture comme ça du saint qui est torse nu percé de flèches, c'est une image qui a beaucoup impressionné Schrader et qui avait beaucoup impressionné Mishima aussi, on le voit dans le... Et là, il devient un personnage comme ça, c'est-à-dire qu'il s'entoure le torse comme un martyr, comme ça, de fils de fer barbelés, au point de se faire saigner, et il va aller prendre du détergent
qu'on avait vu pendant tout le film. Hein. Il y avait une bouteille de détergent, c'est jamais gratuit hein, chez Schrader. Là, c'est là aussi, je vous dis qu'il y a une très très grande économie, c'est-à-dire rien n'est gratuit, tout va servir. Et on voit qu'il va vouloir boire ce détergent pour se suicider, en gros, parce que cette fois, il retourne la violence contre lui-même. Hein. Ça, c'est un truc aussi très très propre à Schrader, c'est-à-dire quand on est incapable finalement d'exploser, on va imploser, on va se diriger vraiment la violence contre soi. Et là, il y a une scène formidable, c'est la dernière scène du film, où tout d'un coup, alors qu'il est en train de verser le détergent, le Destop, hein, dans un verre pour le boire, alors que c'est quelqu'un qui est malade aussi, hein, il a un cancer, donc il sait que de toute façon, à plus long terme, il est condamné, donc il se suicide aussi par désespoir, hein, puisque c'est un personnage qui est déchiré à la fois entre l'espoir, le désespoir, la passivité, le désir de passer à l'action, c'est un personnage très contradictoire, mais tout d'un coup, il voit cette jeune femme, Marie, dans la pièce, tout d'un coup. Un peu entouré d'un halo lumineux. On ne l'a pas vu rentrer, il ne l'a pas montré le moment où le personnage entre, et on voit qu'il laisse tomber le verre de détergent comme ça, et il va vers elle et il s'embrasse, et tout d'un coup la caméra, pour pratiquement la première fois, en tout cas depuis le début du film, si on ne parle pas de cet extrait bien particulier comme ça de lévitation, on va voir la caméra qui va se mettre à tourner autour d'eux comme ça pour la première fois, et ça crée, je vous dis, un petit peu la même sensation que la fin de Pickpocket, vous voyez, où il y a cette entrée de musique avec ce geste comme ça, et tout d'un coup c'est interrompu brusquement par un écran noir du générique comme ça. Et alors, la plupart des gens se disent finalement, ce prêtre, ce pasteur a renoncé à se suicider parce qu'il accepte l'amour que cette femme lui promet, hein, puisque carrément, elle est quand même amoureuse de lui, et il se précipite pour pouvoir vivre cet amour. Mais il y a une autre interprétation qui est possible aussi, hein, c'est que comme on n'a pas vu cette femme entrer, on peut se dire que, et c'est une interprétation que Schrader suggère, hein, il est d'accord avec cette interprétation, il n'a pas voulu choisir, il veut laisser au spectateur, alors ça aussi c'est un truc un peu transcendantal, c'est qu'il faut faire participer le spectateur, il laisse le spectateur juger, est-ce qu'en fait il ne s'est pas quand même suicidé, hein, est-ce qu'il n'a pas bu le détergent, et qu'il voit cette femme apparaître et que c'est une espèce de vision de l'après-vie, une espèce d'hallucination hein, au moment de mourir, qui est qui un peu illustre ce que peut être l'après-vie, c'est-à-dire une espèce de longue étreinte comme ça, avec un mouvement comme ça enivrant comme ça de caméra qui emporte le personnage et aussi le spectateur. Et cet écran noir tout d'un coup qui se déclenche comme ça alors qu'on ne l'attend pas et qui coupe tout son, toute musique, peut suggérer, vous voyez, un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu la série Les Sopranos, mais la fin des Sopranos, quand on voit tout d'un coup un écran noir, on peut se dire, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il a été tué ou pas? C'est quelque chose qui laisse le spectateur juger. Et c'est vraiment une fin extrêmement forte qui fait que ce film, si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, je vous le conseille. Et c'est moi, je trouve un des meilleurs films de Paul Schrader qui, pour la première fois, intègre en tout cas des éléments de son style transcendantal qu'il a défini dans ce livre vraiment séminal, mais qui, pour la première fois, il incarne et il fait vivre par sa mise en scène de manière complètement convaincante, contrairement à American Gigolo, où ça restait encore au stade de la citation, mais peu incarné, quoi. Voilà. Merci.